Chapitre 8. Dans le chapitre 7, Peter fait la connaissance de deux hurluberlus, deux extraterrestres, deux compères qui s'apparentent à un duo comique. Ils s'appellent Fliff et Gurk. Il y en a un qui ressemble à un cornichon humain et l'autre qui est une espèce de grande femelle, apparemment, avec une tige sur la tête qui bouge de partout en faisant miaut, 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 miaut. Enfin, c'est. Voilà, on est dans l'exotisme. Il est tombé là-dessus, Peter. Et ces deux hurluberlus lui ont appris un petit peu comment se servir de son MiG pour commander un repas dont il pouvait être sûr que petit A, il ne le tuerait pas, et petit B, il ne le ferait pas vomir. Voilà. Ils sont dans un réfectoire avec beaucoup de races extraterrestres différentes. Donc bien évidemment, comme Peter est le premier terrien à mettre les pieds sur le vaisseau, euh, du coup, les ordinateurs qui fabriquent la bouffe ne sont pas habitués à son style de nourriture. Gurk et Fliff avaient quand même l'intention de poser une question à Peter, mais au moment où ils s'apprêtaient à le faire, eh bien, une alarme retentit et Fliff dit à Peter de se coucher par terre s'il ne veut pas vomir. Apparemment, il se passe quelque chose dans le réfectoire. Chapitre 8. Plus vite que la lumière. Je m'étendis sur le sol à côté de Fliff et de Gurk. Au bout d'une seconde, je levai la tête. Tout le monde dans le vaste réfectoire était couché par terre comme nous. Baisse la tête, me chuchota Gurk. Dépêche-toi. J'avais l'impression d'être dans un de ces contes où le roi s'apprête à faire son entrée et où tous les sujets sont censés se prosterner devant lui. Observant le plafond à la dérobée, je me demandais si les extraterrestres avaient quelque commandant suprême qu'ils vénéraient comme un dieu. D'abord, je crus que ce plafond était en marbre vert. Puis je m'aperçus que les tourbillons de couleurs que j'avais pris pour des veinures de marbre se déplaçaient doucement. J'étais en train de penser que je trouvais ça joli, quand un grincement épouvantable ébranla l'atmosphère, comme si un monstre géant griffait furieusement le tableau noir de l'univers. Un sourd gémissement monta des extraterrestres couchés à terre, le genre de plainte que produiraient des milliers de personnes victimes du mal de mer. À mon étonnement, je me rendis compte que ma propre voix contribuait à ce gémissement massif. Mon estomac se mit à faire des bonds, je l'étreignis, l'implorant de ne pas restituer ce que je venais d'avaler. Je ne voulais pas dégoûter mes nouveaux amis en vomissant sur eux. L'idée qu'ils pouvaient éventuellement vomir sur moi me rendait tout aussi nerveux. Soudain, j'eus la sensation d'être écartelé, tiraillé, en tous sens, par des forces invisibles qui m'agrippaient les cheveux, les bras, les jambes, le corps entier. C'était 1000 fois plus intolérable que lors de mon premier passage dans le propulseur transdirectionnel. Puis, juste au moment où j'étais pratiquement certain que j'allais éclater en morceaux, cela s'arrêta. Je restai affalé par terre, hébété, ne sachant pas ce qui venait de m'arriver. Gurk me toucha l'épaule. Ah, tout va bien, Krepta me demanda-t-il. J'étais tellement déconcerté qu'il me fallut un moment pour comprendre qu'il me parlait. J'en sais rien, chuchotai-je. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vaisseau a effectué un saut dans l'espace, dit Fliff. Galactiquement parlant, c'est la seule façon de voyager. Je clignai des yeux à plusieurs reprises. Le plafond ne me semblait plus si joli. En fait, il me donnait un peu la nausée. J'aurais voulu qu'il s'arrête de bouger. Un saut dans l'espace, répétai-je d'une voix éteinte. Transport instantané, expliqua Gurk, en prenant appui sur ses petits bras maigres pour se relever. Comme avec les propulseurs transdirectionnels, mais à plus grande échelle, ajouta Fliff. Elle était déjà debout, me tendant une main orange à 6 doigts afin de m'aider à en faire autant. Le vaisseau a effectué un bond de plusieurs années-lumière depuis l'endroit où il se trouvait quand nous nous sommes mis à table, précisa-t-elle. Je sentis une espèce d'accablement me gagner. À quelle distance étais-je de chez moi maintenant? J'ai du mal à comprendre, murmurai-je. Eh bien, sais-tu à quelle vitesse se déplace la lumière? Interrogea Gurk. Oui, répondis-je, elle parcourt environ 300 000 km par seconde, c'est la chose la plus rapide que l'on connaisse. En effet, rien ni personne dans l'univers ne peut aller plus vite, renchérit Fliff, en tapotant la tige au sommet de son crâne pour s'assurer qu'elle était à la bonne place. Mais tu dois savoir également que dans la galaxie, les distances sont infinies, et que même en voyageant à la vitesse de la lumière, il te faudrait des années pour te rendre d'un système stellaire à l'autre, des siècles parfois.
Alors la meilleure méthode consiste à raccourcir le trajet, enchaîne la Gurk. Et c'est ce que nous venons de faire. Je titubais jusqu'à mon siège, priant toujours mon estomac de ne pas me donner la revue de détail de tout ce qu'il contenait. Pourriez-vous être un peu plus clair? Gurk tapota quelques touches sur le tableau de commande de nourriture. Une assiette flotta vers lui, garnie d'une grosse nouille rouge dont la fatalité voulait qu'elle mesurât au moins 1 mètre de long. Comment peux-tu déjà te remettre à manger? Protesta Fliff. Mais c'est pas un casse-croûte, c'est une démonstration, rétorqua Gurk. Assieds-toi, Krepta, je vais t'expliquer. Il saisit la nouille. Si tu étires ce biranga, à propos c'est un aliment très apprécié sur la planète Hopfner, tu obtiens une ligne droite. Maintenant, supposons que tu te trouves à un bout de la ligne et que l'endroit où tu veux aller est à l'autre bout. Pour y parvenir, il te faut parcourir toute la longueur du biranga, d'accord? Je hochai la tête. Mais si tu joins les deux bouts du biranga, tout ce que tu as à faire, c'est de sauter d'ici à là. Joignant le geste à la parole, il fit se rejoindre les deux extrémités de la nouille. C'est comme ça que voyage notre vaisseau. Nous rapprochons deux endroits de l'univers et nous franchissons ensuite ce qui les sépare. Le moment du saut est le plus difficile, ajouta Fliff. Il donne envie de vomir à la plupart des gens. Mais comment vous faites ça? J'en sais rien. Tout ce que j'en connais, c'est l'idée générale. Cette réponse me laissa perplexe. Jusqu'au moment où je me rappelai qu'une multitude de gens sur Terre roulaient dans des voitures sans avoir la moindre notion de leur fonctionnement. Je décidai d'aborder un autre sujet. Et si nous avons franchi une distance de plusieurs années-lumière, où sommes-nous à présent? Comment veux-tu que nous le sachions? Articula Gurk en engloutissant le biranga. Nous ne sommes pas le capitaine. Le spectacle de Gurk en train de mâchouiller sembla communiquer à Fliff un certain malaise. Si mon ami était un peu plus poli, marmonna-t-elle, il te dirait que tu pourrais le découvrir en interrogeant ton MiG. À mon avis, nous devons être en train de rebrousser chemin vers le centre de la galaxie. En admettant que nous avons effectué un déplacement d'espace classique, nous venons probablement d'avancer d'une vingtaine d'années-lumière. Un étrange sentiment m'envahit. La plus rapide des fusées jamais construites sur Terre ne pourrait aller aussi loin en 100 ans, pensai-je. Je me rendis compte que j'avais le mal du pays tout à coup. Et cela me fit un choc. Fliff me tapota l'épaule. Tu es sûr que ça va, Krepta? Quoi? Oh, oui, je me sens bien, très bien, mentis-je. Je ne jugeais pas tellement utile de leur révéler ce que je ressentais. Pour commencer, je n'étais pas sûr de le comprendre moi-même. En outre, mes années de vie commune avec mon père m'avaient appris à ne pas m'étendre sur mes émotions. Parfait, dit Fliff. Alors je peux enfin te poser ma question. Voici ce dont nous débattions, Gurk et moi, lorsque tu nous as rencontrés. Si nous avions emprunté quelques enfants de ta planète pour un certain temps, comment auriez-vous réagi? Auriez-vous éprouvé quelque chose? Ah, vous voulez parler du projet de Broxholm, celui qui consistait à kidnapper les élèves de notre école? Ah non, non, nous n'avions pas l'intention de kidnapper qui que ce soit, s'exclama Fliff. Seulement d'emprunter ces enfants un moment. Il s'agissait d'un projet de recherche. Nous vous les aurions rendus. Pour ma part, je pense que personne sur Terre ne s'en serait formalisé. Mais Gurk prétend au contraire que ton peuple aurait été terriblement contrarié, en particulier les parents concernés. Alors, qui de nous a raison? Gurk, dis-je, les parents seraient devenus fous de douleur. On ne peut pas voler, emprunter des enfants comme ça. Tu vois, s'écria Gurk triomphant. Il n'avait pas prononcé un mot en fait, mais arraché une des petites excroissances de sa peau de cornichon pour l'agiter sous le nez de Fliff, ce qui, d'après mon implant, était un signe de victoire. Mais ça n'a pas de sens, protesta Fliff. Elle avait l'air perplexe, à la fois irritée parce que Gurk avait gagné la partie, mais aussi sincèrement troublée. Mais qu'est-ce qui n'a pas de sens? Demandai-je. Oh, ne fais pas attention à elle, dit Gurk. Elle est déçue parce qu'elle croit que vous autres, les terriens, vous n'avez pas une émotivité très développée. Et pourquoi croiriez-vous une chose pareille? Fliff ne répondit pas. Gurk parla à sa place. Parce que comme ça, elle se sentira moins coupable si nous devons faire exploser ta planète. À plus.